Professeur Oumi Changan, depuis quelques années, vous analysez l'usage de l'intelligence artificielle dans la surveillance sanitaire. Alors concrètement, qu'est-ce que l'intelligence artificielle change-t-elle dans la détection et la gestion des épidémies? Alors, je dirais déjà une chose, c'est que s'il y a bien un secteur qui profite de l'intelligence artificielle, c'est bien la médecine et la santé. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des avancées considérables en termes de médecine, que ça soit en radiothérapie, que ça soit en thérapie cancéreuse, que ça soit en chirurgie, que ça soit en détection de maladies, donc dans le diagnostic, il y a des avancées considérables en termes de médecine. Maintenant, sur la surveillance des maladies infectieuses, qui est moins connue, effectivement, il y a des systèmes d'apprentissage automatique. Il y a de la prédiction d'épidémies qui est faite. Il y a également de la surveillance qui est faite. Et en fait, on utilise donc des données. D'abord, une des choses sur lesquelles la surveillance des maladies profite, c'est l'ensemble des données qui étaient utilisées, collectées déjà au niveau des structures de santé, maintenant qu'on peut interroger pour voir en fait quelles sont les tendances et qu'est-ce qu'on peut prédire en termes de pathologie ou d'épidémie qui vient. Ensuite, on peut surveiller au niveau de la communication des informations que les gens donnent, au niveau des réseaux sociaux, etc. On peut faire de la surveillance, on peut demander à une machine de faire, en tout cas, on peut programmer pour qu'il puisse détecter à travers des termes s'il y a une émergence quelque part d'une grippe, d'une épidémie de méningite, et quelle que soit la pathologie qu'on veut surveiller. Ça peut être le cancer, oui, exactement. Et on peut demander, on peut lui faire apprendre, à la machine pour qu'il puisse en fait prédire s'il y a un risque évident de maladie dans les communautés. Et c'est à cela que la surveillance profite. Elle profite également pour les épidémiologistes aussi, qui profitent de ces données. Donc c'est l'ensemble des données, qu'est-ce qu'elles peuvent dire de plus. Donc alors, ça dépend toujours. Les chercheurs, ils vont faire des requêtes. Les requêtes qu'ils vont faire, dépendant des requêtes et des recherches qu'ils veulent mener. Mais c'est très utilisé dans ce domaine. On appelle ça l'intelligence épidémique. Voilà. C'est un domaine nouveau. C'est beaucoup utilisé en Europe. C'est utilisé aussi en Afrique de façon très timide pour l'instant. Et effectivement, je travaille là-dessus. Et c'est un domaine très passionnant. Très bien, un domaine très passionnant. Alors, toujours parlant de la santé, de l'intelligence artificielle, peut-on parler d'un nouveau mode de gouvernement des corps et des populations à travers les algorithmes? Ah oui, complètement. Alors, c'est un vaste sujet, effectivement. Alors, rien que pour le gouvernement des corps, oui. Alors, on a pointé surtout du doigt la question de la surveillance. Je pense que c'est une des problématiques les plus soulignées, notamment même en Afrique. J'ai vu des travaux ou des entretiens, des questions qui ont été posées même à des religieux, qui sont notamment des travaux faits par l'UGB, l'Université Gaston Berger, qui pointaient du doigt, notamment moi, ça avait beaucoup attiré mon attention sur ce capitalisme de surveillance, qu'on dit, dans lequel effectivement les données des données sont collectées, mais en fait pour faire de la surveillance des populations, les données biométriques, vous savez, avec nos passeports, sont collectées aussi, et il y a des caméras de reconnaissance faciale. Donc ça, c'est une préoccupation majeure des populations aujourd'hui. Et ça, c'est un gouvernement des corps. Il y a également le fait que tous nos comportements sont surveillés sur Internet, quel que soit le clic que vous faites, l'achat de chaussures que vous faites, quel que soit le goût, quand vous cliquez en disant que vous aimez le post que j'ai fait sur Facebook, liker, tout cela en fait c'est agrégé et ça permet en fait de dessiner votre profil, en profilage,
et de vous vendre quelque chose, mais aussi de vous surveiller, de savoir que telle personne, elle a peut-être une grossesse. Et en Europe, c'est très poussé, donc des sociétés de marketing vont vous cibler parce que vous avez acheté. On a pu savoir quand vous êtes passé en supermarché que vous avez acheté un test de grossesse et que probablement il y a une grossesse en cours. Et il y a toute la machine du marketing qui va se mettre en place et qui va vous suivre pendant 9 mois de grossesse pour vous vendre telle et telle chose. Donc, on est surveillé. Pour faire préparer votre trousseau. Oui, on est surveillé pour faire de nous, en fait, des consommateurs performants. Enfin, voilà. C'est dans la performance du consommateur. Et on est surveillé aussi pour des questions de police. Voilà, les citoyens sont surveillés pour la question encore des reconnaissances faciales. Pendant les événements sportifs, on utilise des algorithmes, on utilise l'intelligence artificielle. Donc, tous nos faits et gestes sont utilisés aujourd'hui. Les multi-guerres qu'on a aujourd'hui, c'est des guerres surtout à travers l'IA. Donc, c'est des technologies très, très poussées. C'est des données qui ont été utilisées ou des applications qui sont détournées pour être des outils de surveillance et des outils dans des conflits larvés. Donc, il y a plusieurs implications du capital de surveillance. Quels sont les principaux autres risques liés à l'utilisation de l'IA dans le domaine de la santé, notamment en Afrique? Alors, dans le domaine de la santé, ça va concerner beaucoup, en fait, l'usage des données avec le consentement des malades. Donc, c'est-à-dire qui a les données et à qui sont les données. Ouais. Donc, aux patients ou bien aux médecins ou bien à l'État. Les données personnelles de patients sont des données personnelles de patients. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça qui est important. Et est-ce que le patient a consenti sur ce qu'on en fait? Donc, si c'est pour des traitements médicamenteux, si c'est pour les vendre à des organismes, etc. C'est pour ça que, d'ailleurs, il y a une autorité de protection des données sur ces questions. Une des premières choses, c'est vraiment la question du consentement du patient. C'est un des risques majeurs sur ce qu'on fera des données de patients, ce qu'on fera de sa situation, ce qu'on fera quand il se connecte, qu'il donne des informations aux médecins, etc. et tout ça. Voilà, ce qu'on fait de ces données. C'est une question de propriété, c'est une question de consentement. Il y a des questions de biais, c'est-à-dire que si vous utilisez l'intelligence, un système médical qui utilise l'intelligence artificielle, à partir de quelles données ça a été entraîné. Donc nous, pour des gens, notamment en Afrique et pour les populations noires, il y a plusieurs études qui ont démontré l'importance et le danger qu'il y a dans des données qui ont été entraînées ailleurs et pas sur les corps noirs, pas sur la peau noire, pas sur des pathologies qui affectent des personnes noires ou de l'Afrique. Donc, qu'il peut y avoir des risques considérables si ces données sont biaisées. Donc, s'ils ne sont pas considérés d'autres minorités. Il peut y avoir des risques liés au genre aussi. Donc, si c'est, des biais liés au genre. Donc, si ces données ont été entraînées sur des hommes blancs, par exemple, qui ont des malformations cardiaques, etc. Est-ce que la technologie qui a été élaborée, elle va être efficace sur d'autres types de populations? Ça, c'est des biais. Les biais sont aussi un troisième risque en matière d'éthique, en matière de droit. Il y a d'autres biais concernant des populations handicapées. Est-ce qu'ils sont intégrés, etc. Est-ce que c'est assez représentatif? Après, il y a la question très importante de la santé qui vient, la santé du futur. Est-ce qu'elle va plutôt se référer à la décision algorithmique, à la décision du système d'IA ou au patient, à ce qu'il ressent? C'est-à-dire, que fera le médecin? Quel sera son rôle? Quel lien il aura avec le malade? Et est-ce qu'on va vers une médecine humanisée ou moins humanisée? Donc, c'est un des enjeux majeurs aussi, de ne pas oublier que c'est une médecine, c'est une question humaine et qu'il y a un serment d'Hippocrate, il y a des enjeux extrêmement importants des responsabilités envers l'humain. Et donc, c'est ces questions-là aussi au niveau éthique, qu'on regarde.
voilà, et qui se pose. Très bien. Alors, l'intelligence artificielle est souvent présentée comme neutre et objective. Là, je veux avoir le regard de l'anthropologue que vous êtes. Comment déconstruisez-vous ce discours-là? Alors, la technologie, l'histoire des sciences et des techniques ont montré que la technologie ne peut pas être neutre. La technologie est toujours issue, et l'intelligence artificielle est une nouvelle technique, c'est une technologie qui a d'ailleurs plus de 50 ans, ne peut pas être neutre, elle est issue de représentations culturelles, c'est une construction. Quelle idéologie? Il y a de l'idéologie derrière. Sam Altman a une idéologie, comme c'est un personnage qui est très connu. Mark Zuckerberg a une idéologie. Elon Musk a une idéologie. C'est des gens qui ont une vision du monde, une vision de la planète, une vision de la race même. C'est des gens qui sont porteurs de politique. Et aujourd'hui, ce qu'on souligne souvent, c'est l'alerte qui est donnée, c'est surtout de confier l'avenir du monde et l'avenir politique, l'avenir des démocraties à des entreprises privées. Parce qu'ils ont bien sûr ils ont une appétence économique, ils ont des visions, ils ont une idéologie. Et les technologies qu'ils élaborent doivent répondre à leurs projets de médecine. Ils ont une vision de la médecine, ce qu'elle doit faire. Il y a des projets très spécifiques sur la médecine, par exemple. Donc, encore une fois, la technologie, pour nous, en sciences sociales, et l'histoire de la médecine l'a prouvé, l'histoire des technologies l'ont prouvé, ne peut pas être un objet neutre. C'est un objet qui a du sens, qui véhicule du sens, qui véhicule un message. C'est un objet d'ailleurs de diplomatie, la technologie. Donc, et il y a énormément de travaux en fait qui le soulignent. Il faudrait s'intéresser, par exemple, même à l'histoire des câbles atlantiques, comment ça s'est mis en place, sur quel circuit. Aujourd'hui, l'Internet, elle dépend des fibres optiques. Mais leur histoire, c'est à travers des câbles. Et ces câbles transatlantiques suivaient en fait les routes de l'esclavage. Ils ont été mis en place à l'époque pour que la Grande-Bretagne et les États-Unis, par exemple, qui avaient fini le système esclavagiste, en fait, puissent en fait communiquer et pouvoir véhiculer la culture, la langue, etc. et surveiller les routes du sucre. Donc, en fait, c'est sur ces mêmes câbles qu'utilise aujourd'hui Facebook, Meta. Il faudrait s'intéresser vraiment à l'histoire en fait de ces infrastructures pour voir qu'il n'y a rien d'anodin, il n'y a rien de neutre et que ça a une histoire, ça a un projet. Oui, très bien. Ça a un projet. Alors, est-ce qu'il existe également un risque que l'intelligence artificielle renforce les rapports de domination entre le Nord et le Sud? C'est quelque chose qui est évident aujourd'hui que ce qu'on consomme en termes de plateformes numériques, que notamment toutes ces plateformes utilisent des systèmes algorithmiques, on le sait. Ce sont des plateformes qui ont été mises en place par la Chine, par la France, moins par la France, les États-Unis, etc. Et que finalement, oui, il y a une question de suprématie technique, d'avancée de certains pays sur d'autres. Et pour l'instant, on est beaucoup plus consommateur, même s'il y a un travail énorme qui est fait par la communauté de l'IA en Afrique. On peut citer Massakan, on peut citer Galsen IA. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont conscients des enjeux et qui essaient d'adresser des problèmes. Mais pour l'instant, l'Afrique est plutôt très consommatrice de ces technologies. Et la plus grande partie de la population, notamment jeune, ignore l'histoire de ces technologies. On ignore les usages intelligents qu'on peut en faire. Ce n'est pas régulé. Des jeunes de 2 ans aujourd'hui au marché, vous avez vu, il y a des enfants qui sont devant des écrans, qui vont être sur TikTok. Or, c'est quelque chose qui demande de l'apprentissage, qui demande à ce qu'on ait des usages encadrés, mais des usages aussi beaucoup plus intelligents. Et peut-être de pouvoir apprendre aux gens de coder,
et de coder et de faire des outils qui sont au service des sociétés, des services plus intelligents que ce qu'il en est. Et pour l'instant, donc la grande majorité pour les applications, c'est de la consommation.